La Chine possède un unique modèle de bombardier en service, le Xi'an H6, qui a été produit sous licence et est basé sur le Tupolev 16 à long rayon d'action. Développé dans les années 60, le H6 est entré en service en 1969. Plusieurs campagnes de modernisation ont permis de le garder en service jusqu'à aujourd'hui. La dernière en date concerne la version H6K, mise en service en 2011. Des nouveaux propulseurs, toujours de facture russe, lui procurent un rayon d'action de 3500 km et la charge utile est augmentée de 3 tonnes pour atteindre les 12 tonnes. Il peut emporter jusqu'à 6 CJ-10K, des missiles de croisière d'attaque au sol de très longue portée, soit 2500 km, et pouvant emporter une ogive nucléaire ou 20 bombes guidées de 500 kg. De nombreuses versions ont été produites, parmi elles le H6G, optimisé pour le guidage de missiles de croisière, le modèle H6M, doté du système de suivi de terrain, peut transporter jusqu'à 4 missiles de croisière. Le modèle HD6 est une version de guerre électronique. Le H6N aurait un rayon d'action supérieur à 5000 km avec ravitaillement en vol, faisant peser une réelle menace sur les pays voisins. Il serait capable de transporter un missile hypersonique DF-17, probablement, semi-encastré dans le fuselage. « 120 exemplaires du H6 sont encore en service au sein de la PLAAF, entre 30 et 45 pour l'aéronaval. Leur retrait n'est pas prévu avant un certain temps, mais un projet de bombardier à faible signature radar nommé H20 est en développement pour augmenter une capacité de bombardement longue distance limitée. Le H20 est prévu pour l'horizon 2027-2032. La PLAAF ne possède que 5 appareils de fonction C2 pour commandement et contrôle, 2 B737 et 3 Y8T. Cela démontre la faible importance qu'accorde l'armée de l'air chinoise à la fonction C2, ne permettant pas la décentralisation dynamique de la prise de décision et nécessaire au développement de systèmes, caractéristiques des avions de combat de nouvelle génération. Un conflit généralisé ne permettrait pas à la Chine d'avoir une efficacité optimisée dans l'emploi de l'arme aérienne. En revanche, l'armée de l'air chinoise a réussi à mettre l'accent sur les plateformes aéroportées d'alerte précoce et de contrôle, tant au sein de son armée de l'air avec 29 KJ-200, 500 et 2000 de conception nationale bien que dérivée de l'Antonov 12, qu'au sein de sa marine avec 10 Y8, 15 Y9, 2 Z-18 et 9 KA-31. En comparaison, les États-Unis utilisent 87 plateformes de ce type, réparties entre E2C et E3B, tandis que le total chinois s'élève à 65 appareils. Ils rentrent pleinement dans la stratégie chinoise grâce à leur capacité de surveiller de vastes zones maritimes et adaptées à des missions d'envergure régionale grâce à leurs turbopropulseurs. A noter que l'armée de l'air chinoise s'est procuré une capacité significative en termes de SIGINT, pour Signal Intelligence, pour le renseignement électromagnétique grâce à 7 Tupolev 154 et 5 Challenger 870 du constructeur canadien Bombardier. Environ 60% de la flotte d'avions de transport chinois, 300 au total dans l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre, sont constitués d'Y7, 8 et 9, des dérivés d'Antonov soviétiques. La plupart sont vieillissants et sont limités, sauf concernant les Y8 entrés en service en 2017 et plus performants. Cependant, la Chine développe depuis les années 2000 le Xi'an Y20, similaire à l'Ilyushin 76 et comparable au Globemaster 3. Capable de transporter un fret de 66 tonnes, l'appareil offre à la Chine une véritable plus-value logistique. Une version Y20U serait entrée en service en 2022 avec une capacité de ravitaillement en vol. La dernière version, le Y20B, a été récemment remotorisée par des réacteurs à double flux WS-20 de conception nationale, se passant désormais des moteurs russes Soloviev de la version précédente et augmentant sa poussée de 16%.
L'aviation navale de l'APL opère une grande diversité d'appareils de combat. Entre 34 et 120 JH-7, un biplace d'attaque au sol capable de larguer des mines aéroportées, une trentaine de J-7, entre 30 et 47 J-8, 25 J-10AH et SH, respectivement les versions navales des J-10A et J-10S, ainsi que 72 J-11BH et BSH, respectivement les versions navales des J-11B et J-11BS. Ces J-11 sont affectés au secteur de la mer de Chine méridionale et sont depuis 2016 régulièrement déployés sur des îles artificielles spécialement aménagées. L'aviation navale opère 24 Sukhoi 30 MKK, mais également une soixantaine de J-15. Le J-15 est la version chinoise du Sukhoi 33 et peut être assimilé à une version navalisée du J-11. Il existerait une version biplace nommée J-15S. La marine chinoise compterait entre 305 et 423 avions de combat, en comptant les bombardiers H-6, entre 49 et 79 avions de mission spéciale, seulement 4 ravitailleurs, des dérivés du H-6 nommés H-6DU et à faible capacité, entre 16 et 53 avions de transport, une centaine d'hélicoptères et jusqu'à une centaine d'aéronefs d'entraînement. Au total, ce sont entre 518 et 757 aéronefs employés par la Planaf. À titre de comparaison, l'US Navy en compterait environ 2600 appareils et la Marine nationale 180. La marine chinoise compte 2 groupes aéronavals opérationnels constitués autour de 2 porte-avions, le Liaoning et le Shandong. Le Liaoning est de conception russe, de la classe Amiral Kuznetsov, et fut opérationnel en 2017. Ce porte-avions à propulsion conventionnelle de 60 000 tonnes et de 300 mètres de longueur utilise un tremplin de 12 degrés en sortie pour faire décoller ses appareils. Le groupe aérien embarqué se compose probablement de 12 à 24 J-15, de quelques Kamov 27 de lutte anti-sous-marine, de 2 Harbin Z9 de recherche et de sauvetage au combat, autrement dit les Pedro du porte-avions, ainsi que des hélicoptères de transport Z8 et 2 hélicoptères KA-31 de surveillance maritime. Son autonomie, environ 45 jours, limite considérablement sa capacité de projection. De plus, sa configuration Stobar, donc l'absence de catapulte, ne permet pas de faire décoller des appareils avec de fortes charges utiles, 40% inférieures à l'USS Ronald Reagan par exemple. De ce fait, le Liaoning joue plutôt un rôle d'outil diplomatique, que ce soit exercer une présence régionale, l'aide humanitaire ou bien lors d'exercices conjoints. Le Shandong, quant à lui, est le tout premier porte-avions indigène de la marine chinoise, bien qu'inspiré du Liaoning de conception soviétique. Mesurant 315 mètres, ce bâtiment de 70 000 tonnes est à propulsion conventionnelle et à configuration Stobar avec tremplin. Il a été admis au service actif en fin 2019 et son groupe aérien embarqué se compose de 36 J-15, de 2 hélicoptères Harbin Z9 ainsi que de 10 Chang Z-18. Enfin, le 17 juin 2022, la Chine a mis à l'eau son 3e porte-avions, le Fujian, et devrait entrer en service opérationnel dans quelques mois. Il s'agit d'une rupture technologique partielle. En effet, il est toujours à propulsion conventionnelle, mais sera en configuration catobar avec une catapulte électromagnétique lui permettant de faire décoller des appareils plus lourds et d'augmenter le rayon d'action des appareils qu'il fait décoller, puisque le carburant du décollage est conservé, contrairement à la configuration Stobar. Le 2e porte-avions de conception nationale pourra embarquer des J-15, des J-20 et même des FC-31. Ce bâtiment de 80 000 tonnes pourra également emporter des AWACS, certainement des KJ-600. Le Fujian pourra aussi faire décoller des drones comme le Chengdu Winglong 2. Un 4e porte-avions, prévu pour 2035, est actuellement en chantier et sera à propulsion nucléaire et la Chine rejoindra dès lors
ce club très fermé des détenteurs de porte-avions à propulsion nucléaire, composé pour le moment de la France et des États-Unis. Aujourd'hui donc, la Chine possède la deuxième flotte de groupe aéronaval, loin derrière les États-Unis et leurs 11 porte-avions opérationnels, ce qui leur laisse une certaine longueur d'avance dans ce domaine. Ces groupes aéronavals permettent de remplir deux fonctions pour la Chine. Celle d'outils politiques diplomatiques puissants, de dissuasion ainsi que de protection de ses intérêts nationaux. Par ailleurs, il permet de projeter une puissance chinoise qui reste très enclavée. La Chine ne possède qu'une seule base militaire à l'étranger, une base aéronavale ouverte à Djibouti en 2017, contre plus de 600 pour les États-Unis. Les porte-avions permettent de projeter une présence militaire chinoise en se substituant à des bases à l'étranger. Mais cette fonction ne serait que de substitution, ne permettant qu'une présence temporaire, plus vulnérable et limitée à cause de la logistique, c'est-à-dire des vivres, carburant, entretien, etc. Développé à partir des années 90, le Shenyang FC-31 est le futur avion de 5e génération des forces aériennes chinoises, mais également destiné à l'export afin de concurrencer le F-35, alors le seul de cette génération actuellement sur le marché avec le Sukhoi 57. Ce monoplace de chasse a effectué son premier vol en 2012 et sa mise en service n'est pas prévue avant un certain temps. Développé sur fonds propres par Shenyang, chose extrêmement rare, il est relativement facile de comprendre qu'un tel fer de lance de la chasse chinoise signifierait que l'appareil d'État ne serait pas à l'origine de tous les programmes, y compris les plus importants. D'où l'empressement tout relatif à le mettre en service. Sa forte ressemblance avec le F-35 et le F-22 n'a rien d'un hasard, puisqu'il est en partie le fruit d'un espionnage industriel, à la différence près que c'est un bimoteur, contrairement au F-35. Dépourvu de poussée vectorielle, il offre cependant une excellente maniabilité. Les réacteurs du prototype sont des Klimov RD-93 russes de 8565 kg de poussée chacun. Il est probable qu'il puisse être équipé d'un radar AESA. Conçu pour la furtivité, il peut emporter dans ses soutes 4 missiles RR-PL9 ou 4 PL12. Grâce à 6 points d'attache sous les ailes, il peut emporter 6 autres tonnes de charge offensive. Le FC-31 atteindrait Mach 1,8, aurait un plafond de 16 000 mètres et une autonomie de 2000 km et serait capable de décoller sur 400 mètres et d'atterrir sur 600 mètres seulement. Il serait capable d'accomplir une grande diversité de missions. Défense aérienne, close air support, bombardement, interdiction aérienne et suppression des défenses anti-aériennes. Le cockpit est équipé d'un head-up display, alors que le F-35 le remplace lui par un système d'affichage avancé monté sur casque. En réalité, on en sait assez peu sur ses qualités, en particulier en ce qui concerne sa furtivité, puisque pas encore opérationnelle. Il serait capable d'affronter des F-15, F-16 et FA-18, mais il y a plus de doutes face aux Rafale, au F-22 et au F-35, voire même à l'Eurofighter. Le principal atout qui semble indiscutable est le prix, estimé autour de 70 millions de dollars grâce à une traditionnelle maîtrise des coûts, face à un F-35 bien plus cher et dont il faut payer la mise au standard systématique. Une version navalisée, appelée par la plupart des open source J-35, est en cours de développement. En effet, un des prototypes possède un train à 2 roues, c'est-à-dire un train renforcé pour les appontages en configuration Katoba. Il serait donc destiné au futur Fujian et assisté par un KJ-600. Le J-35 pourrait transporter des missiles RR moyenne portée PL-15. Étant donné que les autorités chinoises communiquent très peu sur l'état de leurs forces armées, il est très difficile d'avoir une idée précise du nombre d'appareils en service, encore plus lorsque la production de certains types d'appareils augmente au fil des ans.
J'ai donc croisé les estimations de plusieurs sites spécialisés pour donner une fourchette. Il est fort probable que l'aviation militaire chinoise reste numériquement inférieure à celle de la Russie, donc au 3e rang mondial. La Chine aurait au bas mot une flotte totale de 3300 appareils, pouvant monter jusqu'à 5000 selon les estimations. La 3e force aérienne mondiale est amenée à moyen terme à dépasser la Russie en nombre, et les experts s'interrogent si en capacité elle ne l'a déjà pas dépassée. Dans le détail, la force aérienne de l'APL, la PLAF, compterait entre 1900 et 2900 appareils tous types confondus, soit 58% des appareils. L'aéronavale, la PLANAF, compterait entre 500 et 750 appareils, soit 15% du total, tandis que l'aviation légère de l'armée de terre, la PLAGF, compterait entre 900 et 1300 appareils, soit 27% du total, essentiellement des hélicoptères d'attaque et de transport. L'une des menaces globales et qui entrave sa politique régionale serait le pivot du rôle de l'OTAN contre la Chine et que les États-Unis essayent de mettre en place depuis Obama. Il est évident qu'un tel conflit serait inenvisageable pour la Chine. Cependant, en cas d'invasion sur Taïwan, elle pourrait compter sur la réelle incertitude de la solidarité des membres de l'OTAN dans une région que l'article 5 n'est pas censé recouvrir, et donc que son activation ne serait pas automatique. La force aérienne de l'APL opérerait une flotte minimum de 1240 appareils de combat et bombardiers, mais celle-ci atteindrait plus probablement 1900 appareils. Il est à peu près certain qu'elle dépasse celle de la Russie. Depuis 2016, la production s'est concentrée sur 3 appareils multirôles et d'attaque, le J-10C, le J-16 et le J-20. La principale menace militaire pour la Chine est celle constituée des groupes aéronavals américains. Pour cela, elle doit s'équiper en conséquence. Pour détruire ne serait-ce qu'un porte-avions, on estime qu'il faudrait au minimum 4 escadrons de porte-missiles, soit une quarantaine d'appareils, appuyés par 2 escadrons de guerre électronique. D'ailleurs, les exercices chinois ayant pour objectif la destruction de porte-avions américains le démontrent. Saturer les défenses de groupes aéronavals avec un grand nombre d'appareils sera en revanche moins décisif avec l'arrivée de missiles hypersoniques. En attendant, la Chine peut compter sur le 4e parc d'aéronefs dédié aux missions spéciales, à savoir une vingtaine d'Y8 et Y9 dédiés à la guerre électronique. Les Y8, développés dans les années 70, sont vieillissants, et le Y9, dont le premier vol eut lieu en 2010, est en nombre encore insuffisant pour pouvoir effectuer plusieurs attaques de porte-avions simultanément. La guerre électronique serait donc, dans une certaine mesure, un point faible dans la gestion de cette menace. En revanche, le parc d'avions de chasse chinois, le 2e mondial, se développe rapidement et une modernisation est bien entamée, en particulier grâce aux productions des J-10C, J-16 et J-20. La Chine possède la 3e flotte d'avions de transport au monde, avec un peu plus de 300 appareils estimés. Au moins 238 dans l'armée de l'air, 16 dans la marine et une douzaine dans l'armée de terre. Le pays se place également en 3e position en nombre d'hélicoptères. L'armée de terre compte entre 800 et 1230 hélicoptères, dont au minimum 391 d'attaque et 407 de transport. La marine en possède une centaine, tandis que l'armée de l'air dispose entre 73 et 115 appareils. La flotte active d'hélicoptères est estimée entre 971 et 1445 hélicoptères. Il est clair que la Chine n'a pas encore atteint le statut militaire correspondant à son importance économique, ce qui est particulièrement vrai pour ses forces aériennes. Les livres blancs de la défense chinoise disent vouloir rivaliser avec les États-Unis de manière asymétrique, c'est-à-dire développer des armes disruptives, comme des missiles supersoniques, pouvant détruire plus de forces adverses avec des forces engagées plus faibles. Il n'en demeure pas moins que la Chine tend à s'inspirer de son rival pour l'égaler en nombre, en qualité et en capacité. La Chine s'est considérablement améliorée dans de nombreux domaines. Ses forces aéronavales, les chasseurs de 5e génération, etc.
3 grands défis montrent pourtant que la Chine est toujours en progrès. L'intégration dans la lutte conjointe, ses capacités limitées de ravitaillement en vol, ainsi qu'une dépendance de la production sur certains secteurs, comme la motorisation de haute puissance. Même si l'armée américaine gardera des avantages concurrentiels sur la Chine dans le domaine aérien pendant encore un certain temps, la dernière chose à faire serait de sous-estimer la Chine dans les capacités de ses appareils, l'état de ses forces, ou bien encore dans la rapidité des progrès qu'elle est encore capable de réaliser. À la différence des pays occidentaux, la Chine possède des atouts structuraux importants. Le soutien politique indéfectible de l'appareil étatique, une planification permettant une maîtrise du temps et des coûts, ainsi que la collaboration quasi obligatoire du secteur de la recherche civile. L'expansion des forces armées chinoises est avant tout à voir par le prisme de l'histoire. La Chine des 18 provinces s'est unifiée en 221 avant Jésus-Christ et fut à la pointe du progrès et parmi les plus importantes économies mondiales jusqu'à la révolution industrielle, qu'elle a ratée et fut déclassée. Depuis, la Chine tente de retrouver son rang avec pour objectif ultime devenir la première économie, première nation et première puissance mondiale d'ici 2049, à l'occasion des 100 ans du Parti communiste chinois. La puissance militaire n'est qu'un moyen de parvenir à cet objectif tout à fait assumé, tout comme l'instauration d'un nouvel ordre mondial qu'elle tente d'instaurer au travers d'institutions internationales ou régionales. La puissance conventionnelle de la Chine dans le domaine aérien a depuis une trentaine d'années progressé aussi rapidement que son expansion économique. Au point de se demander de manière légitime si le ralentissement de la croissance économique qui se profile aura un impact sur ce développement. L'importance quantitative des forces aériennes chinoises dépendra, à mon sens, étroitement de l'évolution de la croissance chinoise, des priorités mises plus sur l'économie ou bien de consacrer une part de PIB plus importante au budget des armées pour parvenir à ces objectifs politiques. On peut également se poser des questions sur le futur appareil de 6e génération chinois. Alors que les États-Unis ont bien avancé sur le NGAD, que le SCAF réunit 3, peut-être 4 Européens avec la Belgique, que le GCAP rassemble lui, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, la Chine est seule pour concevoir un appareil de 6e génération. Il semblerait qu'il s'agisse d'une aile volante. Il serait légitime de se demander si une coopération sino-russe dans ce domaine ne serait pas envisageable à l'avenir. La Chine est amenée à devenir d'ici peu la 2e puissance aérienne au monde, si elle ne l'est pas déjà. Le pays se nourrira-t-il de la rivalité sino-américaine pour accroître ses capacités aéronautiques, ou bien va-t-il subir l'endiguement auquel il dit vouloir échapper, mais qu'elle a notamment suscité par ses ambitions territoriales? Autant de questions dont un avenir proche nous révélera peut-être quelques réponses.